HDR. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. Mieux précisé déjà. I feel it. Tout de suite monsieur. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la radio HDR, le 99.1. Aujourd'hui, émission un peu particulière, émission que j'avais envie de partager avec vous, le portrait HDR. Le portrait HDR consiste en quoi ? À recevoir un invité, qui soit connu ou pas connu, qui vient de la société civile, de la société politique ou autre. Son parcours nous intéressera et ce sera un temps d'échange pendant 1 heure de discussion franche et cordiale où on pourra aborder son parcours professionnel comme privé. Et comme première invitée pour ce portrait HDR, nous recevons la députée Alma Dufour de la Seine-Maritime, 4e circonscription. Tout à fait. Bonjour. Alma. Bonjour et merci de m'avoir invité pour cette première. Je suis hyper touchée d'avoir été choisie. Alors, dans l'avion, on se tutoie. Ouais. Donc, je vais te poser la question directement. Est-ce que tu veux qu'on se tutoie On peut se tutoyer, vas-y, y a pas de souci. Moi, je préfère tutoyer les gens. Eh ben, c'est J'ai parti. le tutoiement facile en plus, du coup. Voilà. Bah, c'est très bien parce que ça fait le charme aussi de cette émission. Alors, tu es députée depuis 2022. Tout à fait. Tu as été une activiste écologique. Tu as un parcours, on va dire, éclectique par rapport à d'autres. C'est clair. Si on enlève tes fonctions, que ce soit dans le mouvement de la France Insoumise, ton statut de députée, c'est qui Alma ? Alma, c'est une idéaliste. Je vais pas parler de moi à la 3e personne, hein, c'est terrible. Non, je suis une idéaliste très en colère depuis longtemps, depuis que je suis petite. Et depuis que je suis petite, en fait, pour moi, j'ai envie de me battre pour un monde meilleur. Hein, ça paraît cliché, mais c'est la réalité. Et donc, et pour moi, la vie n'a pas trop de sens si on n'essaye pas de faire du bien autour de soi. Donc voilà, c'est ça, c'est moi. Une idéaliste, je dirais, qui apprend aussi, qui continue d'apprendre du monde depuis que je suis élue, justement. Et depuis que tu es élue, on va essayer de faire étape par étape. Ouais. On va parler un peu de ta jeunesse, de ton enfance. Tu as grandi dans un quartier populaire. Mm-hmm. Dans le 20e arrondissement de Paris, ouais, dans une cité. Donc c'est un peu ce côté pop que les gens ils entendent bien parce que tu doutes bien qu'avant d'organiser cette interview, j'ai fait comme tout intervieweur, des petites recherches et tout ça. J'ai interrogé pas mal de personnes. Ah ouais. Que ce soit tes amis comme Maxime Da Silva ou des personnes qui sont opposées à toi sur le plan politique, Ouais. qui te reconnaissent tous ta sincérité de langage. Ah bah écoute, ça fait plaisir parce que effectivement, je pense que j'ai grandi là, enfin c'est sûr, j'ai grandi là-dedans et en même temps, c'est un mélange un peu original parce qu'une partie de ma famille est plutôt bourgeoise et donc du coup, j'ai fait des études supérieures et ça peut s'entendre aussi par moments dans certains mots que j'utilise et donc le mix un peu langage un peu cru ou familier qui revient assez rapidement et en même temps un peu langage d'intello, je trouve que ça fait un peu ma marque de fabrique aussi, c'est un mélange un peu détonnant, on va dire. Mais le pire, c'est que ça se voit pas en fait. Ouais. C'est-à-dire que si on fait pas des recherches sur toi en se disant, bon voilà, on regarde ton parcours académique, on le voit pas au premier abord, Ouais. comme quoi que tu as fait des études supérieures. Ouais, tout à C'est-à-dire fait. que même avec ce parcours-là, Ça me fait tu plaisir. n'es pas une personne élitiste, au sens... Et ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose que vraiment, auquel je fais attention. C'est-à-dire, c'est pas du tout prendre les gens pour des gens bêtes, mais c'est-à-dire d'expliquer tes idées sans se cacher derrière des grands mots intellectuels. Justement, je fais attention d'utiliser des mots qui sont dans le vocabulaire de tout le monde. Et pour moi, c'est pas en rabaisser. Au contraire, en fait, si t'es pas capable d'exprimer tes idées, tes concepts de façon claire et simple, en fait, c'est que toi-même, t'as pas vraiment compris, que tu maîtrises pas vraiment ce dont tu parles. Et je pense que c'est très important de faire cet effort-là. Et t'as beaucoup de gens qui veulent le bien des autres, mais qui sont dans une posture très universitaire. Et ils se rendent pas compte qu'ils arrivent pas à toucher les gens aussi, juste par le langage qu'ils emploient. C'est même pas par le fond de ce qu'ils disent. C'est déjà quand on parlait d'écologie, par exemple, en fait, les ONG, moi j'étais dans les ONG et tout, on parlait du changement climatique. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on parlait comme des bouquins. Parce qu'on avait tellement peur que les journalistes en face nous disent « Ouais, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas crédible », qu'on arrivait, on aurait dit qu'on avait fait une thèse, quoi. Et en fait,
pendant 10 ans, les ONG, elles ont tenu ce genre de discours et en fait, on a laissé tout un pan de la population française sur le côté parce qu'on n'a jamais utilisé des mots qui pouvaient juste parler aux gens, tout simplement. D'où l'expression de la gauche bobo, qui Ouais. est un peu déconnectée, la gauche dite caviar aussi. Mais C'est ça. C'est encore autre ça va chose, plus ça. avec le Ouais, Parti socialiste. ça, c'est la... Mais, la gauche corrompue. mais- Mais il y a une gauche gogo. Ah là là. Il y a une gauche bobo, c'est vrai. C'est pas exactement la même que la gauche caviar, qui elle, en gros, c'est une gauche affairiste qui fait semblant d'être de gauche, mais qui est quand même un peu de droite financièrement, etc. La gauche bobo, c'est exactement ça. C'est pas forcément des gens très riches, mais c'est des gens qui ont fait des grandes études, qui vivent. En gros, je me les représente comme des gens qui vivent dans des centres-villes, qui ont accès à beaucoup de choses. Ça peut être des gens précaires comme les Parisiens, par exemple, contrairement à ce qu'on imagine. La moyenne des Parisiens vraiment roule pas sur l'or. Mais par contre, ils ont un capital culturel, d'éducation, de culture, qui n'a rien à voir avec celui d'autres endroits en France. Et ça, vraiment, ça se sent, voilà, dans ce qu'on dit la gauche bobo, c'est ça. C'est une gauche qui n'a pas les mêmes références culturelles et les mêmes mots. Et qui ne sait pas s'adresser aux autres, qui s'adresse qu'à elle-même, quoi. Ouais, une gauche qui regarde souvent les personnes dites au RSA avec un peu de mépris de classe en disant bon, on doit les aider parce que c'est l'universalisme et c'est l'humanisme, mais voilà quoi, c'est pas le public qu'on vise nous. Au contraire, on préfère rester un peu dans notre classe de. On est les bien-pensants, on sait comment conduire le monde, on C'est sait exactement ça. ce qu'on doit vous apporter. Et celui qui n'a pas de diplôme ou qu'un CAP cuisine ne sait pas. Exactement. Et c'est au-delà même du mépris pour le RSA, parce qu'il y a plein d'enfants de la gauche bobo qui ont le RSA, qui passent par le RSA parce qu'ils se cherchent beaucoup. Ils ont le luxe de se chercher. C'est-à-dire ils ont le luxe de faire des études dans ça, puis d'abandonner, puis d'en reprendre. Ça, c'est un luxe, hein, clairement. Donc les gens qui ont le luxe, entre guillemets, de se chercher, ils vont à un moment donné passer par la case RSA parce que c'est pas facile. Parce qu'encore une fois, c'est pas la gauche, mais faut que j'arrête. C'est pas la gauche riche. C'est pas ceux qui roulent sur l'or, quoi. C'est pas la gauche Ségolène Royal. C'est la gauche éduquée qui gagne 2500 € par mois. Donc, elle va pas pouvoir forcément payer un appart à son enfant. Mais son enfant, quand même, il pourra faire des études. Enfin, voilà, vous voyez, c'est un peu cet entre-deux. Mais effectivement, c'est un mépris des classes populaires. C'est un mépris de classe. C'est-à-dire, ils considèrent que, justement, ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures, en fait, sont pas en capacité d'analyser le monde et de savoir ce qui est bon pour eux, quoi. Clairement, ça, c'est un vrai mépris de classe. Et la gauche bobo, effectivement, elle a peur des pauvres, elle a peur des prolétaires, elle a peur des gilets jaunes, et ça se sent très régulièrement, quoi. Peux-tu nous parler de ton arrivée dans l'école de la Légion Oula. d'honneur? Oui. Parce que c'est une école pas très connue en France. Non. Très élitiste, là, pour le coup. Je vais l'avouer, moi, je l'ai découvert à travers ton parcours, parce Ok. que je la connaissais pas du tout. On entend souvent parler de l'école alsacienne. C'est vrai. Voilà, parce que il y a un certain pré-candidat qui en vient. Tout à fait. Mais l'école de la Légion d'honneur, ça consiste en quoi? C'est une école déjà réservée aux filles. Ouais. Ce qui est moi, je trouve ça bizarre en République, mais bon, ça, Ouais, c'est un détail. non, En fait, en gros, c'est une école très particulière. C'est en gros réservé aux filles de personnes qui ont eu la Légion d'honneur. Donc globalement, aux filles et petites filles de personnes qui ont eu la Légion d'honneur. Globalement des militaires ou des résistants. Moi, c'était le cas de mon grand-père, en fait, qui a eu une Légion d'honneur pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, enfin, juste après. Donc c'est public, mais c'est sur des critères de sélection. C'est pas cher comme école, mais c'est une école hyper élitiste, donc avec ce critère d'entrée qui est quand même, voilà, c'est particulier, et dans lequel, effectivement, c'est connu pour avoir un très bon niveau, etc. Et donc, ça en fait un lycée très élitiste, tout en étant public, tout en étant, en plus, du coup, très proche des milieux catholiques assez... je vais pas dire intégristes, j'aime pas ce mot, mais bon, oui, enfin, assez radicaux, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de militaires et de filles de militaires, et c'est vraiment un milieu. Donc moi j'ai découvert ces choses dont on parle pas. Vous savez, on parle toujours de l'entrisme musulman, mais c'est connu. Mais on parle pas des milieux catholiques très radicaux qui occupent certaines écoles comme les ponts, les mines, les écoles militaires, Saint-Cyr, tout ça, et qui sont des gens qui sont aussi dans des formes de communauté. Et voilà. Et donc j'ai vu ça, et donc je suis arrivée comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. Vraiment. J'arrive, donc je coche les cases, mais alors moi, j'ai pas du tout le même parcours. Voilà, je viens d'un milieu, je viens du 20e arrondissement, d'un milieu populaire, très divers.
J'ai fait un collège public, j'arrive après un truc sous contrat, mais bon, j'arrive comme ça, je suis la seule de gauche, quoi, globalement. La seule qui dit qu'être raciste, c'est peut-être pas ouf. Enfin voilà, on en était là quand même. Il y avait quand même des gens dans ma classe, des filles dans ma classe qui discutaient de quelle communauté elles aimaient pas. Enfin voilà, et c'était normal d'avoir ce genre de discussion. C'est très intéressant parce que Alma qui arrive dans cet univers-là, ça doit être quelque chose. Au sens où c'était un peu bizarre, ouais. Quand on voit la personne que tu es actuellement, on se dit, mais à mon avis, ça a dû être détonnant. C'était détonnant, mais après j'ai vite compris que pour passer 3 ans, parce que c'est un internat en plus, c'est ça qu'il faut préciser, donc c'était quand même coincé là-bas, donc en fait je me suis vite tue sur les sujets politiques, la réalité, pour passer un peu, pour avoir des amis en fait, très concrètement. Donc j'ai un peu ravalé mes convictions, enfin ce qui était des débuts de conviction, parce que j'étais jeune quand même. Et du coup qui sont revenus progressivement quand je suis arrivée à la fac, voilà. En gros. Mais ouais, c'était pas facile. Avec le recul, vraiment, j'y serais pas allée. Mais c'était pas vraiment mon choix. Donc... Et as-tu gardé des proches, des amis qui beaucoup. Au jour d'aujourd'hui te parlent toujours ouais. Vous avez quand même... Ouais, j'ai une amie que j'ai gardée tout du long, qui s'appelle Raphaël. Et, je la salue ici, si elle entend. On va se voir après-demain. Je fête mon anniversaire. Et donc Raphaël, qui elle, en plus, n'a pas eu de chance. Elle, c'était un peu une fille comme moi, quoi. Vient d'un milieu beaucoup plus prolétaire que la moyenne des filles de la Légion. Elle a eu un parcours de vie compliqué et elle est arrivée à 11 ans, la pauvre, au collège direct, et elle a fait collège, terminale, en internat, en uniforme, qu'avec des filles. Et voilà, et maintenant, elle travaille pour le droit au logement des personnes qui galèrent, et c'est une meuf incroyable. Voilà. Quoi que même dans une école dite élitiste, on peut trouver toujours des belles personnes. Exactement. Non, et puis même des personnes élitistes qui étaient aussi des belles personnes. Il y a des gens qui, malgré leur milieu, ont aussi... Mais le milieu est fort, le milieu est très déterministe aussi, et c'est vrai que c'est compliqué d'y échapper. J'avais ma voisine de classe, je finirai là-dessus. Je l'adorais, cette fille. Si elle m'entend, je pense pas qu'elle écoute la radio HDR, mais Adélaïde Puchel était une meuf incroyablement intelligente et drôle, mais elle venait d'une famille Rassemblement National, genre hardcore. Papa, votre Jean-Marie. Le front de l'époque. Le front de l'époque, en plus, c'est Jean-Marie, quoi. À l'époque encore, il est pas mort et tout, et Marine Le Pen n'a pas pris la suite. Et en fait, c'est marrant parce que je me souviens de la personne, l'amie. Et en fait, ses idées politiques étaient déjà bien là, et elle a fini porte-parole de la Manif pour tous, enfin fini, je sais pas ce qu'elle fait maintenant, mais globalement, malgré sa générosité, sa gentillesse et toutes ses qualités, tu échappes pas facilement à ton déterminisme familial, quoi, voilà, visiblement. On va continuer un peu dans l'enfance et dans ton parcours de jeunesse. Adélaïde revient, si tu m'entends, je rigole. Grandir dans le 20e, c'est comment? Parce que si on écoute les chaînes d'infos d'aujourd'hui, le 20e, le 18e, ce sont des quartiers limite des zones de guerre. Alors le gang de la banane. Non, je rigole. Pour moi, je connais un peu Barbès et j'ai pas l'impression de me retrouver... De grandir, c'est génial. Non, mais je vais le dire. En fait, en gros, Belleville, c'est un quartier, c'est le quartier de Paris et de France, du coup, de fait, où il y a le plus de nationalités différentes et de langues parlées. Il me semble qu'il y avait plus de 100 langues différentes qui étaient parlées, qui sont parlées à Belleville. Donc vraiment, c'est une, enfin moi vraiment, c'est une chance. Je veux dire la vérité, je crois que j'étais la seule blanche dans ma classe en CE2, en CM1. Mais je crois qu'on était 2, tu vois. Donc vraiment, tu vis l'expérience inversée, mais comme en fait il y a plein de gens différents, tu te sens hyper bien, quoi. Enfin moi ça n'a jamais été un problème. Mon problème, c'est que j'étais un peu trop j'étais une grosse intello, j'avais sauté une classe. Ça, c'était mon problème d'intégration. Il était plutôt lié au fait que j'étais un peu différente des autres, mais c'était pas du tout une question de culture. Et honnêtement, moi j'ai trop aimé le quartier de Belleville, les squares, les gamins, les restos, enfin tout en fait. Et j'ai grandi là. Pour moi, c'est ça ma France en fait. Après, je sais que ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais ça, c'est ma France. Et elle existe aussi, quoi. Et du coup, moi, j'ai trop aimé. C'était une super enfance à Belleville, en vrai. Non, c'est vrai. Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1. Belleville, donc après, tu as fait des études supérieures. Ouais. Là, tu as commencé un peu à t'engager sur le plan écologique, militantisme. Ouais. Et après, on va sauter des étapes, on peut y revenir après, c'est pas grave. Comme dirait l'autre, on a 1 heure pour discuter, donc on peut la prendre comme on veut, cette interview. Enfin, cet échange plutôt. Pourquoi avoir choisi justement le côté, la circonscription Elbeuf contre le Grand Quevilly? Alors, quand nous, en tant que Rouennais, tout ça, on connaît ces endroits, on se dit,
Bon, c'est pas... voilà, Ça, limite, t'aurais pu choisir la première circonscription de Rouen. Rouen. Oui, c'est vrai. Non, parce qu'en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai milité dans la circonscription, la 4e, parce que dans le cadre de mon travail, en fait, quand j'étais dans une ONG qui s'appelle les Amis de la Terre, je me suis ramenée la première fois, donc avant même de connaître Rouen, j'ai connu Petit Couronne et sa zone industrielle désertée, parce qu'en fait, je travaillais sur la question du e-commerce, les entrepôts Amazon, et il y en avait un qui devait s'installer à la place de la raffinerie de Petroplus qui avait fermé en 2013, etc. Et donc j'étais allée là-bas et en fait on s'est mobilisé contre ce projet, mais tout en ayant bien conscience que c'était quand même assez compliqué à Petit Couronne et dans la zone, vu les taux de chômage qui sont quand même très importants. Petit Couronne, je crois, là aujourd'hui ça doit être 18-19%, mais Elbeuf c'est 30%, Canteleu c'est 20 et plus. Enfin je veux dire, en gros globalement c'est quand même une circo marquée par la pauvreté, la précarité et le chômage qui résulte du fait que les usines, quand elles ne ferment pas, en tout cas, elles ont vachement coupé dans les effectifs. Je prends l'exemple de Renault à Cléon. À la belle époque, ça employait 10 000 personnes. Aujourd'hui, on emploie... je dis, c'est mon usine, j'ai un petit peu un problème avec... Tu interviens à chaque fois sur le sujet, j'ai un peu un problème. Hier, j'étais avec des lobbyistes de l'automobile, mais ça, c'est hyper drôle. Et à un moment, je dis, oui, et donc du coup... En plus, eux, ils représentent littéralement des boîtes qui fabriquent des voitures, quoi. Et je leur dis, oui, mon usine. Ils me regardent, je fais, non, vous comprenez, c'est pas mon usine, mais c'est quand même mon usine. C'était hyper drôle. Moi, j'ai un attachement viscéral à l'usine Renault Cléon. Mais du coup, voilà. Et maintenant, l'usine emploie 2500 personnes, donc on voit que ça a vraiment été divisé par 3 et 4 même, et c'est partout pareil, c'est le même constat dans toutes les usines de la zone, ce qui crée forcément du chômage dans des bassins en fait où les gens sont venus pour bosser dans les usines, se sont installés, il y avait les logements sociaux, on fait des enfants, etc. Sauf que maintenant, il y a beaucoup de gens et il y a moins de travail, et donc on en arrive à des territoires très difficiles. Bref, tout ça pour dire que ça m'avait vachement intéressée, parce que je me suis dit, ok, il y a des endroits où c'était des entrepôts Amazon au milieu des champs, des petites fleurs et tout. Là, tu voyais bien qu'il n'y avait pas de besoin particulier. C'était juste le maire qui voulait plus de recettes fiscales. Enfin, tu voyais que c'était vraiment des trucs de magouille, de vendre ses terres, de trucs. Là, tu voyais bien qu'il y a un besoin d'emploi. Et donc, la question se posait, mais qu'est-ce que tu construis à la place ? Qu'est-ce que tu proposes à la place ? Que ça. Quel est le modèle de développement pour des zones industrielles ? Et donc, j'ai commencé à beaucoup bosser sur l'industrie, sur le textile. Elbeuf est un ancien bassin textile. Et après, il s'est avéré qu'il y avait une usine juste à côté d'ailleurs de la raffinerie Petroplus, ça s'appelle la Chapelle d'Arblay, qui est toujours pas réouverte, qui est la plus grosse usine de recyclage papier d'Europe même. Et on est intervenu à l'inverse pour la sauver, avec mon ONG, avec la CGT, etc. Donc du coup, en fait, j'ai commencé à vraiment venir souvent sur des questions d'emploi et d'industrie. Et quand j'ai rejoint Jean-Luc Mélenchon en 2022, ils m'ont dit « tu voudrais aller où ?» J'ai dit « je vais aller là ». Et voilà. Effectivement, c'est pas tous les jours facile, je vais pas vous mentir. Elbeuf, c'est la ville la plus pauvre de Normandie et ça se ressent. Je veux dire, ça se ressent dans les problématiques des gens. J'ai une amie que je n'aimerais pas, elle a littéralement une pneumonie, s'il vous plaît, parce qu'elle vit dans un logement insalubre, comme plein de gens à Elbeuf. On voit les logements, que ce soit les logements sociaux, les logements privés. C'est chaud. C'est très très chaud. Canteleu, c'est un peu mieux, mais c'est guère beaucoup plus reluisant non plus. Donc on est vraiment sur des endroits où c'est dur. Je vais pas vous mentir, des fois je ressors de la journée avec des histoires. Je suis là, comment on va faire ? Et justement, comme tu dis, quand tu parles avec nos concitoyens, quand tu discutes avec des gens qui viennent de différents horizons, comment tu arrives à dire je vais encore me réveiller demain matin pour aller plus loin. D'où te vient cette énergie? Envie de... Ouais, tu viens de penser à la ref. Tous les deux, on pense... Tu retues toute cette énergie. Désolé, c'était pas voulu, mais malheureusement, j'aime trop la politique pour des fois ne pas me sortir de... Je comprends. La colère. Non, mais quand je vous ai dit que j'étais En fait, en gros, je suis plutôt une enfant idéaliste et je suis restée ça au fond de moi. C'est même pas pour me rendre sympathique, mais c'est vrai en fait. Mon énergie principale, elle vient d'une colère que je ressens depuis très petite face à l'injustice et qui certes, des fois, s'use un petit peu. Hein. Je vais pas dire que des fois, je suis pas fatiguée. Mais en fait, il y a un truc qui revient. Et genre, je suis... voilà, j'ai cette énergie-là, ça me vient de là. Un peu une guerrière, quoi. Enfin, je veux dire, ça reste. Et même quand je tombe, je peux être abattue à plein de moments, mais je me relève...
quand il y a besoin, quand je vois des gens qui galèrent. Et ça peut paraître, mais c'est vrai, en fait, j'ai pas le luxe d'abandonner les gens parce qu'aussi j'ai conscience que moi, ma vie, enfin, elle a été difficile, mais ça va. Enfin, je veux dire, à plein d'endroits, ça va. Et donc, moi, j'ai la force de me battre pour les autres, donc je le fais, quoi. Et en espérant que des gens se battront pour moi, si jamais un jour, voilà. Je sais pas comment dire. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Non, mais moi, ça fait 15 ans que je milite, hein, et des fois, ouais, des fois, tu dis, bon, tu sais, c'est comme gravir une montagne et tu penses que t'es arrivé au sommet, et puis en fait, t'as encore le sommet qui est derrière et tu le vois pas. Et c'est ça la lutte, l'engagement. C'est long. Ça paye, mais c'est très long. Il faut vraiment que les gens aient conscience de ça. C'est très, très long. Il ne faut pas se décourager parce que vraiment, ça prend beaucoup de temps de changer, d'avoir un impact sur le réel, quoi. Mais bon, on y arrive. C'est-à-dire, moi, je veux avancer pour les autres, je veux faire pour les autres, mais je pense aussi à moi parce que c'est ça aussi. C'est psychologiquement, en fait, tu dois avoir des soupapes pour dire évacuer. Parce que j'en ai plein des soupapes. J'en ai plein des soupapes après. Tous les histoires trash qu'on peut entendre. Ouais. Surtout, moi, par exemple, je viens du monde du social. Ouais. À l'époque où... Tu faisais quoi dans le social, du coup, je travaillais à la protection de l'enfance. Ah bah super, donc, voilà. Toi, ça c'est gratiné. C'est le truc vraiment... c'est horrible. Très hardcore, très prenant, violence conjugale, etc. Bon, c'est pas le jour pour qu'on rentre dans les détails, mais il faut justement avoir cette perception de... Ouais, qu'est-ce que tu fais pour toi ? C'est dur, c'est s'aérer. En fait, j'ai la chance déjà d'avoir beaucoup d'amis merveilleux. C'est marrant, hein, on dit pas souvent ça, mais on parle pas souvent de ses amitiés, ou en tout cas. Mais j'ai beaucoup de chance, je suis très bien entourée de gens que j'adore. Et donc, ma soupape, c'est mes proches, c'est de temps en temps faire des petits week-ends avec mes potes. C'est prendre des moments pour moi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, j'aime bien faire la fête. Je la fais beaucoup moins évidemment qu'avant parce que j'ai plus le temps, je travaille quand même 3 week-ends sur 4, donc voilà. Mais c'est ça ma soupape, voir les gens que j'aime, et c'est ça, c'est bateau, hein, mais c'est vrai. Je pense que pour beaucoup de gens c'est le cas. Ah mais des fois la simplicité, la sincérité, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Je vais pas dire j'adore faire du karaté, tout ça. Enfin, je fais du MMA, c'est un peu une soupape, mais j'en fais plus là. Mais c'est pas ma passion. Je veux dire, si j'ai besoin de me détendre, en fait, je vais aller voir mes potes, me mettre en terrasse, je vais pas mentir. Prendre un petit verre et discuter, souffler, en fait. Et c'est ça la vie, quoi. Voilà, hein, moi je suis assez simple. Ouais, des choses que la plupart des gens font. Bah ouais, des choses que la plupart... Ou même j'ai honte, hein, parce que Netflix, c'est... Voilà, mais me mater une petite série Netflix au lit, je vais pas dire non, quoi. Voilà, ça peut être ma soupape quand je suis vraiment très fatiguée. C'est ça, ma soupape, quoi. Voilà, comme tout le monde, en fait. Ouais, il y en a qui pensent que le mandat de député, c'est un mandat, on va dire... tranquille, tu gagnes 5000 boules à peu près par mois. C'est vrai, ça c'est vrai qu'on est bien payé, on va pas mentir. Mais c'est pas tranquille. Non, mais enfin voilà, mais celui qui s'engage vraiment dans le rôle de la députation, je parle pas de certains députés qui sont là, ils font juste le côté de on fait la campagne, on est élu et puis je me planque pendant 5 ans. Et ils nous donnent une très mauvaise image, ces gens-là, parce qu'il y en a. Hein. Et après, du coup, comment vous voulez avoir une bonne image si... En fait, t'as raison, mais en fait, si tu veux bien faire ton travail, ta mission, ton rôle de député, moi, par exemple, ça me prend... Après, chacun l'exerce à sa manière. Et on en parlait justement avec mon alternance, c'est vrai que dans la Constitution, à part nous dire les députés votent la loi, en fait, c'est tout ce qu'on sait d'un député. Donc, en fait, t'as plein de manières d'exercer ton rôle. C'est vraiment à la carte, et il y a autant de députés que... Mais moi, en gros, ça, mon rôle, ce que je fais, ça me prend 80 heures par semaine. Voilà, en gros, à la louche. Plus du travail, comme je l'ai dit, quasiment 2 week-ends sur 3, je travaille. Au moins un des 2 jours, j'ai rarement 2 jours de repos consécutifs. C'est même quasiment, ça n'arrive pas. Et donc voilà, c'est un engagement très fort quand tu veux bien faire les choses. Mais moi aussi, c'est parce que j'ai décidé d'être l'assistante sociale bis de la 76-4. Parce que c'est vrai aussi. Et pas parce que... pour remplacer des choses, mais c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui viennent me voir quand tout a échoué. C'est-à-dire quand l'assistante sociale de la mairie ne répond plus parce qu'il y a trop de services ou qu'ils peuvent pas faire, quand les bailleurs sociaux bloquent les dossiers, quand machin... En fait, les services publics vont pas bien en ce moment, donc du coup, nous, à la fin, les gens viennent nous voir et c'est qu'ils ont déjà tout essayé, quoi. Et donc, on se retrouve avec mes collaborateurs avec des centaines de dossiers à gérer. Et c'est un plaisir, mais en même temps, c'est lourd, quoi. C'est peut-être aussi parce que tu as connu la galère, ou tu as connu des gens qui ont été dans la galère étant jeune. Ouais. Ma mère, tu t'es dit plus jamais ça, en fait. C'est un peu ça. Ça, c'est sûr que c'est l'origine, la fibre. C'est l'origine de ma colère, de mon combat, etc. C'est tout simplement que ma mère,
j'ai vécu avec ma mère pendant mon adolescence dans ce HLM. Et en fait, c'est surtout que ma mère, elle a connu un gros passage à vide et financier et en termes de vie personnelle. En gros, elle était au RSA pendant au moins 10 ans et du coup, moi, je vivais avec elle et donc, du coup, on était pauvres, quoi. On va pas se mentir, on était très pauvres. RSA à Paris, voilà. Donc ça, j'ai connu. Après, moi, j'étais jeune, et après, comme j'ai dit, je fais des études et tout, donc je peux pas résumer ma vie à ça. Mais en tout cas, oui, j'ai connu la pauvreté au sens strict du terme, ouais. Genre, on mange que des pâtes, genre, j'ai pas d'argent pour me payer des tickets de métro, enfin, des trucs comme ça, quoi. Genre frauder pour prendre le métro. Ouais, genre frauder pour prendre le métro, ça je l'ai fait beaucoup au collège. Et bon, voilà, quand t'es gosse, tu sais. Non, mais tu sais pas en fait. Mais tu fais mais comme tu peux. Mais je voyais ma mère et je me disais, putain, je me disais, on est libre aujourd'hui. En fait, voilà, je me disais, c'est dur. C'est dur parce que dans une ville comme Paris, en fait, tu ne peux rien faire, quoi. T'as pas d'argent, tu peux même pas boire un café, enfin, tout est hors de prix. T'as même pas la nature pour t'aérer, enfin voilà. Donc tu deviens vite, t'es enfermé dans ton logement social et t'en sors pas. Et ça effectivement c'est très angoissant et donc j'en ai tiré voilà cette rage, on va dire que les gens vivent pas comme ça. Voilà, c'est en gros. Hein. Et ton côté militant, enlever le portrait du président de la République. Justement, en fait, je pense que justement ce militantisme, en fait, en gros, je suis passée de pas d'engagement du tout, pas de manif, j'avais jamais fait de manif avant, à des actions directes. Je suis passée par la case alors certes non violente, mais alors moi tout de suite, voilà, on m'a dit, voilà, j'ai un peu sauté des étapes et je me suis retrouvée directement dans des actions de confrontation, on va dire, avec le système, qu'il soit le gouvernement dans le cadre des portraits ou les multinationales dans le cadre d'autres choses qu'on a pu faire. Amazon, ouais. Amazon, la BNP Paribas, on avait bloqué le centre de trading de la BNP Paribas, et ça leur a coûté quand même un peu d'argent. Voilà, et les portraits d'Emmanuel Macron. Et en soi, on peut le prendre comme on veut, c'est-à-dire qu'en soi, c'est une action très bénigne. On rentrait dans les mairies, on enlevait le portrait, on disait on enlève le portrait parce qu'il a failli... avec les gilets jaunes, il a failli sur le climat, bon. Sauf que, effectivement, comme c'était pendant les gilets jaunes, ça a pris une ampleur un peu... ça a gonflé. Ils ont saisi le bureau de la lutte antiterroriste quand même sur cette affaire. Quand tu sais, les batailles de moyens pour... c'est hallucinant les moyens qu'ils ont mis pour ça. Et donc, on a été, sous prétexte, c'était un appel à la sédition. C'était... Donc, ça tournait vinaigre, en fait, assez vite. On s'est retrouvés en procès pour vol en réunion, et c'était truc. Et c'était intéressant parce qu'on l'a transformé en procès politique. Et finalement, on en est ressorti plutôt avantagé, quoi. Parce que même à l'époque, les médias qui n'étaient pas encore totalement... qui n'étaient pas totalement partis en vrille, quoi. Enfin, il y avait CNews, mais les autres, ça tenait encore un petit peu la route. CNews, à l'époque, ça se tenait encore à peu près. Parce que, en vérité... oui, c'est vrai, c'était à les portraits. On va digresser vite fait. CNews, là où ça a commencé un peu à déraper, 2020. C'est ça, ouais, donc c'était avant, t'as raison. C'était avant 2020, c'était une chaîne... de droite, oui. On voyait quand même les invités, tout ça, mais ça se tenait niveau débat. T'as raison, t'as tout à fait raison. 2020, c'est là où ça a commencé Covid et tout, ça a commencé vraiment. Et puis, bien sûr, ça tout le monde le sait, ils ont préparé la campagne de Zemmour, donc il fallait commencer à lancer le... Ouais, t'as tout à fait raison. Non, mais t'as tout à fait raison. C'est vrai qu'à l'époque, c'est fou, hein. Ça, je repense, parce qu'à l'époque, toutes nos stratégies s'appuyaient quand même sur les relais médiatiques. C'était des actions... coup de poing, éclat, pensé pour faire parler. Et à l'époque, on avait quand même ce relais. Alors certes, ils nous critiquaient, certes, ils disaient ça sert à rien. T'avais David Guiraud qui était quasiment tout le temps... sur CNews, ouais. Voilà, et puis d'autres personnes de la France Insoumise. Enfin, je veux dire que c'était pas autant fermé que là maintenant. Et moi, en plus, à l'époque, j'étais pas à la France Insoumise, je votais France Insoumise, mais j'étais activiste. Mais c'est vrai que c'est fou, la naïveté. Enfin, parce que maintenant, en fait, ces stratégies-là ne marcheraient plus. Enfin, je veux dire... on régresse vachement dans la censure, évidemment dans la montée de l'extrême droite, évidemment à CNews, mais aussi à BFM, à France Info. Et là, aujourd'hui, je m'imagine faire les mêmes actions que je faisais il y a 10 ans, mais on serait au Newf, mais on serait déjà en tôle, là. Enfin, même pour pas longtemps. Tu serais appelé terroriste ? Ouais, voilà, je serais une terroriste. Alors que là, effectivement, il y avait beaucoup de médias qui avaient pris notre défense, genre France Inter, France Culture, en disant, bon, quand même, vous excitez un peu, là. Ils ont rien...
c'est symbolique, vous êtes, c'est quand même très rétrograde de votre part de réagir comme ça ressemble à une dictature. Aujourd'hui, ils diraient, aujourd'hui, ils auraient emboîté le pas au gouvernement, c'est sûr et certain. Et donc, c'est intéressant de voir comment ça a glissé dans le mauvais sens du terme, quoi. Avant de continuer cette interview, vu qu'on est bien lancé, on va essayer de faire une pause musicale. Et alors, du coup, tu voudrais diffuser quoi pour nos auditeurs? est-ce que je vais vous casser les oreilles? Est-ce que vous pouvez mettre Pop Smoke, Marilyn Manson, si tu le trouves? Eh bah du coup, avant de diffuser cette chanson, pourquoi tu veux la faire écouter à nos auditeurs? Parce que... je sais pas, parce que j'avais pas réfléchi. Et que c'est une chanson que j'écoute pas mal en ce moment. Et parce que j'écoute pas mal de rap. Et que je regrette que Pop Smoke soit décédé. Et parce qu'il aurait sorti des albums encore. Et en fait, j'aime beaucoup Pop Smoke. Voilà, c'est tout. J'ai pas vraiment de raison. Voilà. Eh ben voilà. L'honnêteté jusqu'au bout des ongles. C'est vraiment ça. Eh ben écoutez, chers auditeurs, nous allons écouter le morceau, nous allons revenir. I like my bitches, red bone, ass fat, jello, light skin, yellow, iced out, hello. I'm the king of New York, mellow, black hair by the Regis and pillow. Ice around, niggas know me. I'm a year boy, Ginobili. I like my bitches, red bone, ass fat, jello, light skin, yellow, iced out, hello. I'm the king of New York, mellow, black hair by the Regis and pillow. Ice around, niggas know me. I'm a year boy, Ginobili. Pull up like Ace from the cleaners, Ace and Alphinas. Pop make a movie, sell out arenas. She off the white token, Demi Lovato. All of my denims is murder bravado. AP Audemars, wet Aquafina. Hitting like Ike, singing like Tina. Dior on my body, sneakers got no creases. They limited, baby, tell me if you see 'em. My diamonds dancing, paint a face like Marilyn Manson. They roll up that woo, run straight from Cali. Then get a plate from Sally's. Quino bluish trial, they set him up. You niggas mad as fuck. You know what I rep, yeah, it's tatted up. You ain't get fucked cause your ass ain't fat enough. If you talk crazy, get batted up. Yeah, I like my bitches, red bone, ass fat, jello, light skin, yellow, iced out, hello. I'm the king of New York, mellow, black hair by the Regis and pillow. Ice around, niggas know me. I'm a year boy, Ginobili. I like my bitches, red bone, ass fat, jello, light skin, yellow, iced out, hello. I'm the king of New York, mellow, black hair by the Regis and pillow. Ice around, niggas know me. I'm a year boy, Ginobili. Vous écoutez HDR 99.1. Et après ce morceau de musique, nous voilà de retour avec Alma Dufour pour le portrait HDR. On a parlé du militantisme, on a parlé un peu du mandat, mais quelles sont tes passions, tes envies prochaines, ce que tu auras envie de dire aux auditeurs pour que tu découvres encore plus? Mes passions. Bah là, vraiment, on est bon, ça va être. Mais on est quand même engagé dans une bataille, justement. On en parlait à la pause pour la présidentielle. Donc là, ma passion, c'est qu'on gagne la présidentielle en 2027, donc l'année prochaine. Jean-Luc Mélenchon, du coup, a annoncé sa candidature. D'ailleurs, si vous voulez la soutenir, petite pub, mélenchon2027.fr. Mais du coup, oui, bah. Honnêtement, j'ai peur pour mon pays, j'ai peur pour la France, mais à tous les endroits, c'est-à-dire évidemment à l'endroit du racisme, à l'endroit de la stigmatisation, de la violence qui se déchaîne sur les personnes racisées, sur les musulmans, les musulmanes. Mais j'ai aussi peur du déclin économique, industriel, et je le vois dans ma circonscription, et d'un gouvernement qui sait plus du tout où il va, dans une période géopolitique globalement qui est quand même assez gratinée, enfin entre la Chine, enfin je vais pas dire entre la Chine et les États-Unis, puis c'est plutôt entre les États-Unis et la Chine, parce que c'est eux quand même qui agressent, mais on se retrouve quand même pris, l'Europe en général, la France en particulier, dans des tensions qui vont continuer à aller très loin et qui vont avoir des impacts économiques qu'on ressent là sur le prix de l'essence, mais qu'on va peut-être ressentir aussi sur l'industrie. Et donc
Moi, c'est les sujets qui me passionnent, en réalité. C'est les relocalisations industrielles. Donc, encore une fois, Renaud Cléon, voilà. Pour que les gens sachent, avec la CGT, on s'est beaucoup battu pour éviter des délocalisations en Chine. Finalement, les ministres de l'économie ne faisaient rien. Et donc, je suis allée directement voir la Chine, à l'ambassade, en leur disant « Vous voulez pas plutôt venir chez nous, s'il vous plaît ?» Bon, et en fait, ça a marché. Et ça n'a pas marché parce que c'est moi, mais ça a marché parce que je pense que la Chine essaye d'avoir une bonne relation avec l'Europe et notamment avec la France, qui est un pays historiquement moins aligné sur les États-Unis que d'autres. Et qui a été l'un des premiers pays à reconnaître... Et qui a été le premier pays, je crois, à reconnaître la Chine, la République populaire de Chine. Et donc, historiquement, effectivement, il y a des liens, mais au-delà même de l'histoire, il y a voilà, cette fibre non alignée en France qui a été portée en premier par le général de Gaulle et que la France insoumise incarne toujours. C'est-à-dire, on dit, on ne choisit pas un empire pour un autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre protection, notre résilience, on va dire, et en même temps, on peut coopérer avec les gens, les pays en général. On n'a pas ce monde occidental, on n'y croit pas forcément. Il est injuste, il est violent. Il a mis beaucoup d'États pauvres à genoux et il continue de le faire. Et donc, je pense que voilà, il y a plus un enjeu de rééquilibrage. Et donc, je pars en Chine dans 15 jours pour rencontrer justement l'entreprise qui va venir s'installer à Renault. Donc, délégation parlementaire avec d'autres députés ou... Il y a des députés d'autres pays européens et donc voilà, j'étais invitée par le gouvernement chinois et j'ai décidé d'y aller pour continuer à ces échanges sur l'industrie. C'est pas un pays simple, hein, évidemment. Voilà, mais je suis très heureuse de faire ce pas dans un moment géopolitique qui est quand même très compliqué et où je pense qu'il faut faire attention. Non, parce que c'est vrai que la Chine, on dit souvent que c'est l'usine du monde, mais il y a ce côté-là, bien sûr, le côté économique, mais tu as aussi le côté politique, humaine, ou si on entend parler des Ouïghours... C'est clair. C'est clair. Et je ne vais pas mentir, sur ce sujet-là, mes marges d'action sont complètement limitées, enfin même inexistantes. Et c'est aussi ce que Rima Hassan avait dit, c'est-à-dire que, en fait, aucun pays, même les États-Unis, n'a saisi la Cour de justice internationale sur la question ouïghour. Et pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que aucun pays ne veut en arriver là avec la Chine. Le problème, c'est qu'en fait, quand on peut discuter de morale, etc., le PS adore prendre des positions à l'emporte-pièce. Mais au final, quand le PS était au pouvoir en Allemagne, là encore l'année dernière, ils ont fait venir la Chine. Enfin, je veux dire, à un moment donné, la Chine est la première puissance économique du monde. Et le problème, je le pense vraiment, parce qu'en fait, beaucoup de pays dépendent de la Chine pour des produits du quotidien, ou y compris pour les médicaments, parce que la Chine et l'Inde produisent maintenant tous les génériques, quoi. Et donc, en fait, avant d'ouvrir sa grande bouche, j'ai envie de dire, il faut quand même construire les conditions de son autonomie. Et donc, je déteste les débats moraux sans aucun impact, c'est-à-dire, ils sont méchants, oui, mais d'accord, mais tu vas faire quoi, en fait ? Et c'est un peu aussi ce qu'on dit sur Israël, c'est-à-dire, ok, t'es contre le génocide, mais tu vas faire quoi ? Et donc, c'est vraiment des questions qui sont très compliquées. Et donc, j'y vais en ayant bien conscience que tout n'est absolument, ça c'est le moins qu'on puisse dire, rose en Chine, mais j'y vais aussi parce que c'est un pays que tu peux pas ignorer dans le monde actuel. On peut pas l'ignorer parce que même le président de la République, il y a à peu près un mois et demi, avait fait une visite d'État. Oui, et qui a d'ailleurs échoué, et qui a d'ailleurs complètement raté. Apparemment, ça s'est pas très bien passé. Mais en même temps, voilà, l'Union européenne s'aveugle dans le soutien aux États-Unis, qui sont quand même le pays qui agresse le plus les autres internationalement et depuis très longtemps. Je refais pas l'histoire de l'Irak, mais bon voilà, l'Irak, le Venezuela, c'était contre la Chine en fait vraiment, puisque la Chine s'apprêtait à signer un contrat d'approvisionnement en pétrole. C'est des choses compliquées, mais en gros, en pétrole payé en yuan, et donc du coup, qu'elle allait vraiment affaiblir l'influence du dollar. En gros, les États-Unis sont dans une situation économique très compliquée. Et la Chine les tient, en fait, parce qu'elle a beaucoup de dettes américaines. La dette américaine, elle est énorme. Mais en fait, elle est énorme parce que comme le dollar est la monnaie la plus forte du monde, voilà, ils jouent pas avec les mêmes règles du jeu, quoi. Sauf que là, la Chine a décidé de les embêter pas mal, et sauf que c'est assez fou parce que ce que fait Trump, c'est pour empêcher ça, sauf qu'en fait, en faisant ça, en agressant tout le monde, il accélère ce dont il a peur. Vous voyez, c'est comme une tragédie grecque. Vous voyez la tragédie d'Œdipe où en fait, finalement,Œdipe finit par
réaliser la prophétie en essayant de l'éviter. Donc, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, et je trouve ça fascinant qu'on en arrive là aujourd'hui avec le cas de Trump. Moi, je fais des paris des fois. Moi, j'ai l'impression qu'il finira pas son mandat, mais je peux me tromper. Mais si on voit les midterms s'approcher, et selon certains sondages, oui, on peut penser que parce qu'il est en train de mettre une procédure de impeachment, comme on dit. il est en train de créer une crise économique à lui tout seul dans le monde entier, et autant les MAGA et ses soutiens, je les connais. Enfin, vraiment, j'ai du mal à voir comment ils fonctionnent. Autant je sais bien que Wall Street peut changer d'alliance très rapidement en fonction du vent. Et ces gens-là ont quand même pas mal de pouvoir. Mais vu qu'on vient d'aborder les sujets internationaux... Oui, pardon, alors qu'est-ce qui te passionne? Voilà, le pétrole, la finance mondiale. Non, mais c'est vrai que ça me passionne. En vrai, au-delà de mon envie de changer les choses pour les gens, j'ai vraiment une vraie curiosité sur le monde, la finance. Enfin, c'est des trucs qui me passionnent vraiment, en plus. Et la flottille de la liberté. Et la flottille de la liberté. On va essayer de se recentrer sur toi et sur ta personnalité. Pourquoi avoir voulu t'engager dans... Il y en a qui diraient dans cette galère. Au sens propre, c'est un bateau en plus. L'expression, on est tous dans le même d'aller bateau. Dans ça et te dire, oui, je risque peut-être, je mets sans conditionnel, peut-être de prendre un missile, peut-être de couler parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver en mer, peut-être de... écoute, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Je l'ai prise un peu c'est pas malgré moi, mais c'est-à-dire qu'en fait, le génocide à Gaza, évidemment, enfin nous, on est responsable politique, on en parle politiquement, mais je sais que ça touche beaucoup de mes collègues et comme beaucoup de Françaises et de Français au plus profond de leur cœur, et c'est mon cas. C'est vraiment mon cas, ça m'a fait vriller en fait, enfin, ça m'a vraiment fait énormément de mal, comme à beaucoup de gens. Ça, quand je disais je suis encore peut-être une enfant, mais en fait ça m'a enlevé le peu d'innocence qui me restait sur le fonctionnement du monde et de notre pays et de la politique en France aussi, quoi. Enfin, parce que je dis, mais si plus personne fait semblant que c'est grave de tuer des enfants, on va où, quoi. Et donc vraiment, ça m'a attaqué intimement, ça m'a touché intimement, au sens où ça m'empêche des fois d'aller bien, littéralement, comme beaucoup de gens. Donc je dis pas que là, je suis pas une exception. Il y a beaucoup de gens que je rencontre dans la rue qui m'en parlent, en fait, de leur détresse. Surtout des femmes aussi, hein, sont peut-être... Ou alors c'est juste qu'elles l'expriment plus, mais moi j'ai déjà eu des personnes qui me sont tombées dans les bras en larmes, quoi, dans le métro. Enfin voilà, donc tout ça on le partage. Et donc en fait c'est juste ça, c'est qu'au bout d'un moment je me sentais impuissante. Même en étant représentante politique complètement impuissante, j'en avais marre de faire des questions au gouvernement qui ne bougeaient pas. Et en fait, on m'a proposé de partir sur la flottille donc de l'automne dernier. Et en fait, je sais pas, il n'y avait pas d'autre option pour moi que de dire oui. À un moment où, honnêtement, c'était pas très très malin pour moi de dire oui parce que je venais de vivre un deuil, et que mon père était absolument pas ravi du tout que j'y aille pour ces raisons-là, du coup. Donc ça a été assez dur personnellement, et j'ai eu peur, comme tout le monde. Enfin, j'ai flippé. Et donc, on s'est dépassé collectivement. Et c'est ça, par contre, que j'ai appris et que je veux transmettre aussi. Le courage, c'est quelque chose de collectif. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire, en fait, tu te dépasses toi-même. Si t'es seul face à ça, tu t'y vas pas, t'as peur. Mais en fait, le fait qu'il y ait des gens qui arrivent à dépasser leur peur t'aide à dépasser la tienne. Et à un moment où c'est eux qui vont avoir peur, c'est toi qui vas être le support. Et ça m'a réconcilié aussi avec l'âme humaine, c'est-à-dire que même si on n'est peut-être pas la majorité, de voir autant de gens et de jeunes être prêts à risquer gros, voilà, on savait pas ce qui allait nous arriver, peut-être rien, peut-être ça pouvait vraiment partir dans tous les sens. D'ailleurs, Israël nous a quand même menacé de mort auprès des ministres de la Défense, donc en off. Mais nous, on l'a su. Ils ont dit, s'ils continuent, là, on va pas juste tirer pour neutraliser les bateaux, on va les tuer. Donc nous, on était vraiment dans cette... Est-ce qu'ils bluffent, est-ce qu'ils bluffent pas? Comment savoir de toute manière s'ils font exprès pour qu'on recule? Qu'est-ce qui va se passer? Donc nous, on avait... Ouais, franchement, on avait les miquettes, hein, je vais pas mentir, c'était compliqué. Et quand t'es en pleine mer, t'es sur un bateau, c'était une coque de noix, le truc, on était 7 sur un 11 mètres. On n'avait pas de toilette, pas de douche. C'était pas les bateaux de luxe. Ah non, c'était pas la croisière s'amuse. Moi, les premiers jours, en fait, il m'avait dit, oui, ça te dérange pas d'être sur un 11 mètres?
Moi, je connais rien à la voile, tu vois. Donc, je me suis dit juste, il dit ça parce qu'on va être un peu dans la promiscuité. Bon, je dis non, pas de souci. Non, mais en fait, c'est pas ça. Enfin, il y a ça, mais c'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est qu'un petit bateau comme ça secoue de fou. Et les 2 premiers jours, j'étais, mais est-ce que c'est possible même de dormir comme ça? C'est-à-dire, j'étais dans ma cabine, je me cognais la tête contre les murs, je me levais le matin, la première chose qui m'arrivait, c'était je me prenais mon étagère dans la gueule, tu vois. On faisait la cuisine, les plats, ils volaient, mais ils volaient en ligne droite, tu vois, 2 mètres du sol, ils s'écrasaient sur l'autre côté. Bah, vraiment, ça a été, c'était un voyage dans le voyage, ça. C'était une aventure dans l'aventure. On était avec Youssef Swat et on se regardait, on était, mais comment on va faire, quoi? Et on n'avait pas de douche, pas de toilette. Bon, ça, c'est les petits détails, c'est pour rendre le truc un peu... Oui, mais justement, les détails font l'aventure, ouais. Font l'aventure. On a pêché côté des aussi, poissons qu'on a mangés et tout, ouais, c'est fou. mais ce que tu es en train d'expliquer, c'est aussi une sincérité de dire, voilà, c'est ça, en fait. C'est pas ce que vous pouvez entendre de... Ah non. On est parti, entre guillemets, en mode copain, sur un voilier pour faire semblant. Ouais, non, là, on sent vraiment la sincérité de non, je suis pas parti pour faire semblant. On n'est pas parti pour faire semblant, même si évidemment on savait que l'action elle était avant tout symbolique parce qu'on n'était pas quand même assez truffe pour penser que des voiliers allaient réussir à mettre fin à un génocide. Enfin, je veux dire, faut voir aussi. Donc c'est pas faire semblant, c'est toute la portée d'une action politique et de prendre des risques. Et puis pour les Gazaouis, en fait, c'est aussi à eux, entre guillemets, de demander ce qu'ils ont ressenti, parce que c'est vers eux que ça se destinait en priorité. Et nous, les retours qu'on a eus étaient des retours bouleversants, en fait. De copains que j'ai à Gaza qui m'écrivaient, qui étaient sur la plage, de famille. Et eux aussi, ils sont pas complètement naïfs, donc ils savaient très bien que probablement on n'arriverait pas. Mais néanmoins, c'était pas ça qui se jouait, c'était la question de la solidarité. Et donc, je me console en me disant que même si on n'a pas réussi, le fait qu'ils aient mis autant de temps à nous arrêter a permis aux Gazaouis d'aller pêcher pour la première fois depuis des mois, etc. C'est des tout petits trucs à l'échelle d'un génocide, évidemment. Et donc, je ne suis pas si fière que ça d'avoir participé à la flottille parce que ça n'a pas changé le destin du peuple palestinien. Mais néanmoins, on a quand même suscité de la solidarité, un peu d'espoir. Et ça compte quand même. Pour des gens qui sont abandonnés de tous. HDR, le mix des cultures. 99.1. Et pour bientôt conclure cet échange, on va dire la dernière ligne droite, c'est comment, au jour d'aujourd'hui, tu t'es dit, la Alma qui avait 20 ans, avec la Alma qui a ton âge actuellement, qu'est-ce qui a pu changer en fait? Qu'est-ce qui t'a construit? Est-ce que tu es toujours la même? Non. J'ai beaucoup changé. Le fond est le même, mais quand j'avais 20 ans, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans ma tête. Et justement, l'engagement, en fait, même avant d'être députée, c'est ça qui m'a sorti de ma gamberge, quoi, de ma déprime. Et donc, moi, ce que je me dirais à moi-même à 20 ans, c'est ça va aller, en fait. Et il y a plein de choses qui sont possibles et t'imagines même pas, comme quand tu commences à croire vraiment dans les choses, à y mettre tout ton cœur et toute ton âme, à être attentif à des signes. Je veux dire, je sais même pas si je crois en Dieu ou pas, mais enfin, en tout cas, à être connecté au monde, aux choses. En fait, d'un coup, il peut se passer tellement de choses. Enfin, moi, si à 20 ans, je me voyais là où je suis aujourd'hui, mais j'hallucinerais. J'ai jamais voulu être députée, j'ai jamais voulu être célèbre, j'ai jamais voulu... Moi, à 20 ans, j'avais envie de mourir, quoi. Enfin, très clairement, quoi. Donc, du coup, c'est fou. En fait, moi, je me dis... Enfin, ça a beaucoup changé. Maintenant, comme je dis, ça va pas toujours très bien. Je sais pas ce que c'est le bonheur. C'est difficile quand tu touches à tous ces sujets-là et que tu les prends de pleine face parce que tu veux pas regarder ailleurs. Mais néanmoins, je me sens en vie et j'ai l'impression d'avoir un sens à ma vie. Et chaque jour qui se passe, jamais je me lève en me disant qu'est-ce que je fous là. Mais déjà, pour moi, c'est énorme et c'est ce qu'on peut souhaiter de plus beau, en vrai. Une vocation, une mission, un sentiment d'appartenance à cette terre, à ce monde, même s'il est violent, même s'il est laid par moments, un sentiment d'avoir un rôle. C'est génial. Bon, pardon, c'est un peu deep, mais c'est vrai. Non, mais c'est le but du portrait HDR. Et du coup, je veux dire ça aux jeunes aussi, parce que je sais qu'être jeune, c'est un lieu commun, mais c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'était dur à mon époque, et aujourd'hui, c'est encore pire, je pense. Parce qu'à mon époque, j'étais déprimée, mais j'étais loin de voir tout ça, quoi. Enfin, voilà, ces images sur Insta d'enfants qui meurent, etc. Je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est ultra difficile. Et du coup, je veux juste leur adresser un message d'amour et d'espoir, en fait. Et vraiment, la vie, il va se passer plein de choses dans votre vie. Donc, voilà. Continuons sur le côté jeunesse. Un jeune qui voudrait s'engager, que ce soit en politique, au niveau associatif,
qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Ben ça, en fait, de franchir le pas, de pas avoir peur, parce que en vrai, ça va le nourrir d'une manière. Il va rencontrer plein de gens. Il ou elle va apprendre plein de choses sur elle-même ou sur lui-même. Va avoir des moments de fun aussi, parce que l'engagement, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que des moments durs. En fait, le fait de vivre des choses aussi fortes ensemble fait qu'aussi il y a des moments incroyables. Enfin, vraiment. Et donc, il va trouver un sens qui va l'aider dans toute sa vie. Et après, s'il arrête ou s'il a besoin de se concentrer sur sa vie pro, perso, c'est bien. Enfin, de toute manière, tu peux t'engager, repartir, revenir. Le militantisme et l'engagement, c'est pas censé être un contrat et une souffrance. Mais ça t'apporte tellement de choses en vrai. Donc, je leur disais de pas hésiter, vraiment. Le soir de ta première élection au deuxième tour, qu'as-tu ressenti ? Ouais, c'était fou ce moment. J'ai pas compris, quoi. Enfin, j'étais complètement... C'était trop irréel pour moi. J'ai pleuré, je savais plus. C'était stupéfiant, comme a dit mon père. Une charge lourde sur ton dos. Est-ce que tu as ressenti de la joie ? J'ai ressenti de la joie, mais alors vraiment, c'est une sorte de joie. Comment ça se fait que des milliers de personnes ont mis mon nom, c'est ça. Venant entre guillemets de nulle part. Ouais, et puis venant même pas de là en plus. Enfin, tu vois, c'est vrai, on va pas se mentir. Je suis arrivée, même si moi je connaissais l'endroit, les gens ils me connaissaient pas. Ils disaient bonjour, t'es qui en fait ? C'est charmant, mais voilà. Non, mais ouais, joie et stupéfaction en fait. Juste, c'est un truc tellement saisissant. Tu dis mais. Parce que même si t'as fait la campagne ou pendant tous les 6 mois d'avant, tu dis oui, ça pourrait être moi. Mais quand ça arrive le jour de l'élection et que en fait tu vois comme les bulletins de classe, ils mettent ton nom ou pas, d'un coup tu redeviens toi. C'est-à-dire en dehors du carcan politique et ça te prend. Moi, ça m'a coupé les jambes. Je dis mais c'est vraiment en train de se passer, ça c'est vrai, c'est possible. Enfin, à quelle heure c'est possible ? Et donc en fait j'étais complètement sonnée et en même temps très contente. Et j'ai pas tout de suite ressenti le poids sur mes épaules. Ça a pris quelques jours avant que je me dise ah ouais oui, tu t'es engagé dans un truc, maintenant faut assumer quoi. Maintenant faut voilà. Et quand Alma est arrivée à l'Assemblée, tu t'es dit c'est bon, c'est un monde que je connais parce que c'est des personnes que j'ai pu fréquenter dans ma vie passée, ou tu t'es dit en fait, finalement, c'est encore pire de ce que je croyais. Ouais, alors, c'est marrant. En même temps, c'était très rassurant d'avoir beaucoup de députés LFI que je connaissais. Donc, il y avait un côté, on était tous ensemble les uns à côté des autres, tu vois. Et en même temps, c'est vrai que c'était en pleine crise du pouvoir d'achat, encore comme aujourd'hui. Et il faut voir aussi ce que c'est l'Assemblée nationale, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais allés. D'ailleurs, allez-y, vous pouvez, hein, c'est ouvert au public, il faut juste s'inscrire. Enfin, je veux dire, je le dis parce que c'est pas... Non, mais tu as raison de le dire, parce que les questions de gouvernement sont d'ailleurs, ouvertes au public. C'était ouvert pendant très très longtemps, c'était ouvert même sans inscription, et il y a eu un attentat en fait dans l'Assemblée nationale, un attentat anarchiste, et qui fait qu'en fait maintenant, et depuis cette époque-là, il y a des barrières, des surveillances et tout, mais avant c'était vraiment la maison du peuple au sens stricto sensu, c'est-à-dire qu'il y avait une salle qui s'appelle la salle des pas perdus. Elle s'appelle la salle des pas perdus parce que les gens littéralement ils faisaient les 100 pas en attendant leur député pour aller leur attraper la veste en sortie d'hémicycle. Et ça c'est trop beau. Petite question juste pour qu'on précise, l'attentat c'était quoi ? C'était le 6 février 34 ou... Non, c'était avant, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 1900. Je suis désolée, j'ai pas la date. C'est pas grave, je retrouverai, puis je ferai un truc. Mais ça date. C'est ça que le 6 février 34, on digresse, mais c'est le jour du débat, c'est un moment fort. Totalement. De l'histoire française, ouais. L'extrême droite réelle, vouloir marcher sur les institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale. Ouais, tout à fait. Et cette époque du Front populaire, et de toute cette époque de l'action française, pas l'action française, je sais plus, les croix de fer, etc. C'est une époque qui est passionnante parce que moi, mon idéal politique, c'est le Front populaire. Alors ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a quand même apporté beaucoup de progrès sociaux d'un coup. Et le Front populaire, pour les gens qui connaissent pas, évidemment, en fait, ne s'est fait que par la jonction entre la représentation politique à gauche qui avait gagné, mais qui avait tout le patronat en face et c'était impossible de faire quoi que ce soit. Et en fait, les Français qui sont allés manifester, en grève, non pas manifester, qui ont fait une grève générale de plus de 2 millions de personnes. Et c'est ça qui a permis au gouvernement d'avoir l'appui pour faire les congés, pour commencer à faire les congés payés, etc. Et c'est des trucs dont on se souvient plus. Mais en fait, c'est reconstituer cette jonction entre le peuple et ses représentants à gauche, du coup, parce que c'est pour le progrès social, est hyper important pour moi. Parce qu'il faut casser ce truc de c'est les élites politiques, gauche ou droite confondues. De toute manière, c'est des gens qui n'ont pas communauté de destin avec nous. Et ça, c'est la maladie de l'époque. Et je l'entends que les gens pensent ça. Parce que ça fait trop longtemps qu'il y a des élites déconnectées. Mais moi, j'aimerais qu'on retrouve ça. En fait, c'est vous et nous, c'est nous ensemble, quoi.
Donc, Et pardon, ouais, la première fois à je t'en prie. l'Assemblée, bah du coup en fait c'est un palais, voilà, c'est juste ce que je voulais, pardon je me perds, mais en gros c'est un palais, donc ça s'appelle le Palais Bourbon. Et donc quand tu débarques là-bas, t'as un sentiment de oula, c'est très déconnecté et ça doit être très facile de perdre un peu le lien avec la réalité dans ce palais où t'as plein de fonctionnaires qui sont adorables et qui sont là pour te rendre tout tellement facile, même ta sécu c'est eux qui la font pour toi, enfin... Et t'es là, ouais, en fait, t'es là, t'es soigné comme ça, et tu dis, ouh, ouais, c'est ça qui m'a fait peur. Je me suis dit, c'est ça, en fait, le pouvoir qui corrompt. Cocon. C'est ça, le cocon, le truc, en fait, t'es une personne très importante, monsieur, madame la députée, nanani, et tu dis, aïe, 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 ça peut te tourner la tête. Ça m'a fait En peur. plus, il y a un salon de coiffure. Il y a un salon de coiffure. Vous avez un restaurant. Ouais, tout à fait. On a, oui. Comme tu dis, les serviteurs de l'Assemblée sont... Voilà, Ils s'appellent pas les serviteurs, enfin, les pauvres. Au sens, non, mais je parlais du fonctionnaires. lieu, les fonctionnaires. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un les truc comme ça. représentants de l'Assemblée ils ont la mentalité de, voilà, on sert quelque chose de plus grand que nous. Oui, donc ils se mettent vraiment au service Ils se des mettent au députés. service, ouais, totalement. Et c'est... Comme au serviteur, Ouais, parler non, du quand bon, même, les c'était un pauvres. peu méchant. Non, et mais- puis nous, d'ailleurs, il faut... Non, et puis c'est pas méchant, parce que c'est leur travail, c'est ce qu'on leur dit de faire. Et en fait, après, quand tu discutes avec eux, c'est des gens comme tout le monde, et ils en pensent pas moins politiquement. Il y en a qui sont vraiment de notre côté, c'est très drôle, parce qu'ils te le disent vraiment... clin d'œil à minuit, tu vois, parce qu'ils ont pas le droit. Il y en a, tu sens, ils sont plutôt de l'autre bord. Enfin voilà, tu vois un peu, c'est des gens comme tout le monde. Mais effectivement, il y a ces trucs, ces règles à respecter. Donc ils sont tous en livrée, ils ont des costards incroyables, ils sont beaucoup plus chics que nous. Non, je les adore. Et avec tes opposants politiques, on va dire ceux avec qui tu peux discuter, ça se passe comment autour d'un verre, autour d'un repas, des fois, vous arrivez à quand même avoir des discussions, on va dire, je dirais pas amicales, mais tranquilles, ou c'est tout le temps le clash matin, midi et soir? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très rare, moi, que je sois proche de députés de l'opposition, enfin des macronistes, alors a fortiori du RN. Bon, je pensais, en vrai de vrai, je pensais vraiment pas à la partie non, mais même. très à droite, mais... Je vais pas mentir, j'ai juste 2 personnes qui sont un peu proches de moi et qui sont qui sont pas dans la sphère de gauche. Et globalement, on prend pas souvent des verres ensemble, mais on a en fait, c'est des complicités qui peuvent se faire intellectuelles, en fait. C'est des choses, c'est comme ça se choisit pas. Il y a des gens, tu te captes. Mais c'est assez rare. Moi, chez moi, je suis pas du tout du genre à aller taper la bavette avec le modem. Moi aussi, je m'en fous, en fait. Enfin, vraiment. Parce que c'est des gens, même si tu es ami avec eux, même si, en fait, tu peux avoir des points. Des politiques qui suivent toujours la consigne de leur parti. Donc, en fait, je perds plus mon temps à essayer de convaincre des gens. C'est le rapport de force ou rien. Ouais, c'est ce qui s'est passé pendant la retraite. C'est pas en allant gentiment parler aux républicains, leur dire « vous êtes sûr ?» Non, c'est parce que le peuple était dans la rue, donc ils avaient la trouille, ils avaient la pression pour leur mandat. Mais en fait, les politiques, ils fonctionnent comme ça. Moi, j'ai été avant, donc quand j'étais aux Amis de la Terre, je faisais pression sur les politiques pour qu'ils adoptent des lois. J'ai bien vu que la simple conviction... ça suffisait pas. Ils se sont tous retournés contre nous quand Macron a dit ouais bah Amazon c'est mort, vous y touchez pas, ligne rouge. Et bon bah voilà, j'ai perdu 2 ans de travail de ma vie parce que c'est des petits soldats. Donc comme c'est des petits soldats, je vais pas me fatiguer à essayer de les convaincre. Donc c'est vraiment s'ils me font rire ou si je les trouve très intelligents que je vais perdre mon temps à leur parler. Tu vois. Et donc je garderai secret mes amis parce qu'ils aimeraient pas que je le dise. Mais ouais, ça c'est sûr. Non mais c'est bien. Mais voilà. Voilà, mais j'en ai pas beaucoup. Il y en a 2 quoi. J'aime vraiment bien. Et bah passons maintenant pour conclure au petit moment pivot. Le petit moment pivot, c'est un peu le questionnaire d'apostrophe que j'ai voulu remettre un peu au goût du jour parce que j'avais envie, parce que c'est mon émission, parce que j'aime bien, parce que j'ai envie. Voilà. Ton mot préféré? Rêve. Le mot que tu détestes? Égoïsme. Le mot en politique qui te dérange le plus? Élément de langage. Le bruit que tu aimes? Le bruit que j'aime, le bruit le bruit de la bouilloire le matin. Parce que ça veut dire que je vais me faire un café. Voilà. Le bruit que tu détestes? Le bruit, les gens qui font crisser leur... Ah non, si. Alors il y a les crissements sur les tableaux, mais ça arrive jamais. Tu vois, les gens qui mettent leurs ongles sur des tableaux d'ardoise. Mais le sable dans les sandales. Le sable sous les pieds dans les sandales. C'est un truc, ça me fait des frissons dans le dos. Vraiment. Du coup, je mets jamais de sandales. Voilà.
Le lieu où tu te sens le plus à ta place. L'Assemblée, en ce moment, vraiment. Je trouve que je suis à ma place. Ouais. Le métier que tu ne ferais jamais. Ah putain, il y en a tellement. Bah déjà, il y a un métier que j'ai fait et j'étais vraiment pas très douée, c'était serveuse. Mais le métier que je ferais jamais, responsable RH. Impossible. Impossible. Non, mais vraiment, c'était horrible. Notamment dans les grands groupes. Quand tu dois faire un PSE, machin, non, pas possible. Le job que tu rêverais de faire. Sans aucun lien avec la réalité, j'aurais trop aimé être astrophysicien. Yann. Mais alors vraiment aucun lien avec la réalité, je suis nulle en maths, c'est vraiment un rêve inatteignable. Mais j'adore la physique quantique, les trucs comme ça, l'espace et tout, ça m'intéresse trop. Bon, voilà. Une phrase qu'on t'a dit quand t'étais jeune et qui te suit encore. Tu finiras éboueuse. C'était mon prof d'histoire au lycée. Pas très sympa pour les éboueurs d'ailleurs, vraiment pas. Des gens géniaux. Si tu crois en Dieu et que malheureusement tu passes de l'autre côté, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent? Ça dit quoi? Eh ben merci Alma, merci d'être venue pour Merci. ce premier épisode du Portrait HDR. Merci de ta sincérité, de cet échange. Retrouvez-nous bien sûr sur nos plateformes d'écoute et sur le 99.1 et à une prochaine fois. HDR. C'est sur le 99.1. mix.